Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 9 avril. Quel bilan après les 4 jours de classe en distanciel avant les vacances scolaires confinées? Quelle organisation après les congés? Et quid du bac pour les lycéens? Nous ferons le point aussi bien avec les parents d'élèves qu'avec les enseignants. Nos invités Delphine Romani du syndicat SNES FSU 78 et Manuela Afonso Cancel de l'association de parents d'élèves, la PEP de Montigny-le-Bretonneux. La crise sanitaire empêche également de fêter son anniversaire normalement. Les Yvelinois nés au mois d'avril ne sont pas gâtés. Avec le premier confinement en 2020, ils ont déjà fêté un premier anniversaire confiné et il en sera de même cette année. Témoignage. Enfin, rencontre avec un chocolatier de Versailles. Depuis le début de la crise sanitaire, la profession tire son épingle du jeu. Nous verrons son portrait. Une semaine de cours en distanciel pour l'ensemble des élèves français et des établissements scolaires vient de s'achever. C'était la décision prise par Emmanuel Macron pour répondre à la crise sanitaire juste avant les vacances scolaires qui démarrent ce vendredi 9 avril au soir et ce pour 2 semaines. Autre particularité cette année, le calendrier des vacances scolaires a été un petit peu chamboulé. Pas de zone A, B ou C pour ces vacances de Pâques, mais bien 2 semaines unifiées pour l'ensemble des élèves français. Pour parler de ces mesures, mais aussi de l'organisation du baccalauréat 2021 à venir, nous accueillons en visioconférence avec nous Delphine Romani. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire départementale du syndicat SNES FSU 78. Également avec nous par visioconférence Manuela Afonso Cancel. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes la présidente de l'association de parents d'élèves, la PEP de Montigny-le-Bretonneux. Tout d'abord, première question, Delphine Romani, quel bilan faites-vous de ces 4 jours de cours à distance? On le sait, il y a eu de nombreux bugs, notamment sur la plateforme internet ENT, espace numérique de travail. Personne ne pouvait se connecter. Comment ça s'est passé pour vous? Eh bien, écoutez, je crois que c'est à l'image de ce qu'ont vécu beaucoup d'enseignants. C'est un bilan, on peut le dire, qui est catastrophique. Contrairement à ce qui a été annoncé depuis des mois, rien n'était prêt. Donc, comme beaucoup d'enseignants, eh bien, mardi, il était quasiment impossible d'avoir accès aux différents environnements numériques de travail, que ce soit le NT ou OSE pour les collèges. La plateforme du CNED dysfonctionnait également. Donc, je crois que les enseignants et comme les élèves ont vécu plusieurs jours de grand stress, de grande fatigue et de désemparement face à tous ces dysfonctionnements qui nous ont vraiment empêchés de maintenir le lien avec les élèves. Donc 4 jours compliqués. En tant que parent d'élève, comment avez-vous vécu, vous aussi, ces 4 jours de distanciel de l'autre côté finalement? Alors, de l'autre côté de la barrière, on va être honnête, il y a eu une période de grande solitude justement liée à ces problèmes techniques. Principalement, alors sur Montigny, c'était principalement lié aux classes virtuelles du CNED, mais également des ENT. Ça a réveillé les inquiétudes liées à la continuité pédagogique de l'année dernière. On a commencé à se demander s'il n'allait pas falloir être tout aussi adaptable. Finalement, la situation a fini par se résorber. Les équipes de professeurs et des établissements ont fait un super travail, même s'ils ont été obligés, dans la majorité des cas, d'utiliser des plateformes non homologuées. Ils ont quand même réussi à faire ce qu'il fallait pour créer le lien. Après, honnêtement, on reste dans une ambiance assez anxiogène, déjà parce que nos enfants, l'école à la maison, c'est pas optimal dans le sens où ils sont dans leur environnement personnel. Ils ne sont pas dans une optique de travail et les parents étant en télétravail, généralement, c'est pas compatible. On peut pas télétravailler et s'occuper de l'instruction de nos enfants. Malgré la disponibilité des professeurs, ça devient compliqué autant pour les plus jeunes que pour les moins jeunes. Du coup, comme je disais, ça y est, c'est les vacances à partir de ce vendredi soir. Elles démarrent ce soir, du coup, pour tous les élèves français. C'est une première. À l'origine, dans les Yvelines, ces vacances de Pâques devaient débuter le samedi 17 avril. Manuela Afonso Cancel, comment vous êtes-vous organisée avec vos enfants? Comment les parents d'élèves s'organisent avec leurs enfants pour ces vacances anticipées dans les Yvelines? On fait ce qu'on peut. On avait tous fait des plans pour les vacances à l'origine, on s'est organisé avec les grands-parents, on s'est organisé, pourquoi pas les envoyer en colonie de vacances ou enfin juste pour une semaine ou des choses comme ça. Les centres de loisirs, pareil, on avait fait des organisations.
Là, le problème, c'est que les protocoles sanitaires et les fermetures des établissements laissent encore planer des flous. Je pense principalement pour l'accueil collectif, type centre de loisirs. On n'a pas encore toutes les données, toutes les informations sur dans quelle mesure les enfants seront accueillis. Pour les plus grands, écoutez, ils vont faire comme ils font d'habitude. Ils vont essayer d'organiser des sessions de rencontres ni vues ni connues par le biais de leurs réseaux sociaux. Et puis nous, on va essayer d'être le plus à l'affût possible pour les protéger. Mais en soi, oui, l'organisation a été bouleversée. Il faut qu'on s'adapte. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Côté enseignant, comment ça s'est passé avec le programme scolaire Delphine Romani, ou une semaine de moins du coup au niveau du calendrier? Alors effectivement, encore une fois, ça a été très compliqué, puisque on a dû tous dans la précipitation reprogrammer nos cours une première fois avec l'annonce précipitée des vacances. Il va falloir les reprogrammer une seconde fois, puisque tout comme toutes les plateformes ont dysfonctionné, rien de ce qui avait été reprogrammé n'a pu se faire. Vraiment, je crois que ce qu'il faut aussi souligner, c'est l'impréparation totale de ces décisions. Le SNES-FSU, au niveau national, a porté dès la rentrée 2020 des propositions au ministre pour que plusieurs scénarios puissent être anticipés. Le ministre a été dans le refus de répondre à cette demande. Il était pris dans un dogme qui était de ne surtout pas fermer les écoles, ne rien prévoir, ne rien anticiper. Et aujourd'hui, je crois que les enseignants, mais surtout les élèves et les parents d'élèves, payent les pots cassés de cette politique qui est totalement dans l'imprévision, la précipitation. 2 semaines de repos donc, mais reprise des cours le 26 avril prochain. Pas pour tout le monde en revanche. Les maternelles et primaires vont réinvestir les établissements scolaires, mais pour les collégiens et les lycéens, ce sera une semaine plus tard. Ils auront donc à nouveau une semaine de cours à distance. Retour en présentiel le 3 mai. Cette année, c'est aussi la nouvelle formule du bac. Plus de filières L, ES ou S, un grand oral aussi. Est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à la préparation de cette épreuve importante pour les lycéens au sein des parents d'élèves du 78? Ah oui, l'inquiétude en fait, elle est surtout liée à cette préparation du grand oral et des difficultés en fait, on n'a pas de visibilité sur la manière dont les choses vont s'organiser avec le distanciel, le semi-présentiel et tous les trucs en IEL. Le protocole qui évolue tous les 4 matins, on est vraiment dans l'instantanéité. Et cette instantanéité nous fait, à juste titre, nous inquiéter sur les méthodes de préparation. Alors après, encore une fois, on a quand même confiance dans les professeurs de nos enfants. On a quand même confiance dans l'organisation qui va se mettre en place, même si on est bien conscient que c'est encore une fois, c'est de l'adaptabilité à tous les niveaux. Mais l'inquiétude est présente, d'autant plus qu'on a peur de la création d'une génération Covid au niveau du diplôme. Et voilà, c'est surtout ça le sujet d'inquiétude, c'est quelle sera la valeur du diplôme de nos enfants et dans quelles conditions est-ce qu'ils vont être préparés à le passer avec tout ce qui se passe. En effet, l'année dernière, je le rappelle, c'était déjà une année, entre guillemets, bac Covid, en contrôle continu. Côté enseignant, comment on s'organise entre cette nouvelle version du bac, la crise sanitaire, ces cours à distance, comment on s'organise ? Eh bien, écoutez, c'est vrai que c'est assez compliqué et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un certain nombre de lycées, depuis le mois de novembre, sont déjà passés à une partie de distanciel. Donc, ce qui a permis évidemment d'alléger les effectifs, de mieux respecter les protocoles sanitaires, ça se voulait protecteur, mais ça a également généré d'énormes inégalités entre les élèves, puisque il n'y a eu aucun cadrage au niveau national, donc chaque établissement s'est organisé comme il l'a souhaité. Donc, dans certaines matières ont été supprimées, dans certains établissements, pas supprimés, je veux dire évidemment suivis en distanciel. D'autres ont pu avoir lieu. C'est très différent selon les lycées. Donc, ça nous préoccupe vraiment que aucun aménagement n'a été prévu pour ce grand oral, qui est maintenu comme si rien ne s'était passé, comme si tous les élèves avaient suivi les mêmes enseignements, qui est très 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 loin d'être le cas. On s'inquiète aussi sur les modalités. Passer un grand oral à distance, comme le disait Madame Alfonso de la PEP, c'est oublier que tous les élèves ne disposent pas d'un équipement numérique. Donc on ne voit pas comment cela pourrait s'organiser et respecter l'équité de traitement devant l'examen. Et puis on est inquiet aussi évidemment de cette génération d'élèves qui a déjà pâti du confinement l'année dernière et qui à la prochaine rentrée va être une génération d'étudiants qui n'aura quasiment jamais passé un examen.
Merci Delphine Romani. Je rappelle que vous êtes secrétaire départementale SNES FSU 78. Et merci aussi à vous, Manuela Afonso Cancel, présidente de la PEP de Montigny de Bretonneux, d'avoir été avec nous pour ce 7-8 week-end. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Et la crise sanitaire impacte aussi la célébration des anniversaires depuis 1 an, avec ce 3e confinement qui court sur le mois d'avril. Pour certains, ce sera leur second anniversaire confiné. Rencontre avec 2 Yvelinoises qui passent une nouvelle fois une fête un peu particulière. C'est en petit comité et en respectant les gestes barrières que Sophie Schmitt a fêté son anniversaire cette année. Le 3 avril 2020, pendant le premier confinement, c'est en solitaire qu'elle avait passé cette journée. Quand j'ai appris qu'à nouveau on était reconfinés de manière un peu plus stricte, j'ai vraiment été contrariée. L'année dernière c'était pire parce que on n'avait vraiment pas le droit de se déplacer et même mes enfants qui sont donc dans un autre quartier de Versailles ne sont pas venus. Donc on a fait ça en visio. Ce 3 avril 2021, en plein 3e confinement, seule la famille était conviée à un déjeuner, couvre-feu oblige, un moindre mal pour fêter comme il se doit ses 54 ans. On a invité mes enfants qui habitent Versailles, donc dans un autre quartier, ma mère qui est du Chesnay, et puis mes nièces aussi qui sont versaillaises. À Houdan, Julia, bientôt 4 ans, va elle aussi connaître son 2e anniversaire confiné. Le 15 avril 2020, la petite fêtait ses 3 ans et évidemment, cette célébration a été quelque peu adaptée. Nous avons fait un petit goûter d'anniversaire le jour même, avec les bougies, le gâteau. Et le soir même, nous avons refêté l'anniversaire, en ressoufflant les bougies avec un nouveau gâteau, d'autres cadeaux, et en mettant en fait le système de visio avec papa, mamie et mamou. Le 15 avril prochain, Julia fêtera son anniversaire avec son papa et le week-end avec sa maman. Une façon de garder un peu de normalité, bien que les grands-parents qui vivent dans d'autres régions ne puissent venir. Le plus dur pour elle, c'est l'absence des papy-mamie et papou-maman. Parce qu'elle a vraiment cette notion de fête avec sa famille. Et ça, c'est plus dur pour elle de le vivre. Que ce soit à Houdan ou à Versailles, en 2020 ou en 2021, question cadeau, là aussi, il a fallu s'adapter. Elle avait des cadeaux, puisque merci la Poste et l'envoi des colis, ça aide beaucoup pour recevoir les cadeaux. L'année dernière, c'est vrai que j'ai pas eu mes cadeaux forcément en temps et en heure parce qu'on n'était pas habitués finalement à acheter en ligne. Cette année, c'est vrai qu'ils ont fait des achats dans les boutiques du quartier qui étaient ouvertes. Donc libraires, fleuristes. 1 an de crise sanitaire écoulée et 2 anniversaires confinés, comme beaucoup d'autres Yvelinois. Toutes 2 ont désormais un souhait pour l'année prochaine, célébrer leur naissance sans être confinés. Le reste de l'actualité de la semaine, c'est Justine Brasier qui nous le résume en 78 secondes. Une semaine marquée par le retour des cours à la maison pour les écoles, collèges et lycées. Après l'annonce de cette fermeture mercredi 31 mars, les professeurs ont dû s'organiser pour faire classe via des plateformes en ligne. Mardi, Gérald Darmanin est allé à la rencontre de la police nationale au commissariat de Sartrouville. Lors de sa visite, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrivée de 16 nouveaux policiers d'ici le mois de septembre. Après 3 semaines de blocus, le domaine de Grignon a été libéré par les étudiants d'AgroParisTech, une occupation réalisée en opposition à la vente du site historique situé à Thiverval-Grignon. L'entreprise d'Inlopilo soutenue par le département, près de 2 millions d'euros ont été avancés par les Yvelines, un budget permettant au nouveau repreneur Finadorm de ne pas payer les murs de sa structure. En création à l'aérodrome de Toussus-le-Noble, un Fab Lab de l'avion électrique vient de recevoir une subvention de 250 000 €, une aide de la région Île-de-France pour acquérir 2 avions électriques. Enfin, depuis le 27 mars, le domaine de Dampierre a rouvert ses portes au public. Les 90 hectares de jardin sont de nouveau accessibles pour se balader en plein air. Et il y a une semaine, c'est aussi Pâques. Pour l'occasion, rencontre avec un chocolatier. Depuis le début de la crise sanitaire, la profession tourne à plein régime. Ce métier est l'un des rares qui a su tirer son épingle du jeu. Exemple, à la Reine Astrid à Versailles, Célia Gatsongo a rencontré Christophe Bertrand, artisan chocolatier depuis 2008.
Riz soufflé, mangue basilic ou encore miel ganache, ces petits carrés de chocolat ont la cote en ce moment. Même si la semaine de Pâques représente 10% du chiffre d'affaires annuel, le chocolat se vend très bien depuis un an. C'est essentiel le chocolat de toute façon, il y a du magnésium, il y a de la théobromine qui est un espèce d'excitant, puis voilà, et puis c'est vrai qu'on mange du chocolat quand on n'a pas trop le moral, donc la période s'y prête malheureusement. Christophe Bertrand a repris la marque La Reine Astrid en 2008. Depuis 8 boutiques ont vu le jour en Île-de-France. Le chef-lieu reste cette petite boutique implantée à Versailles. La crise sanitaire a épargné ce chocolatier qui a vu ses commandes en ligne se multiplier par 200 en 2 ans. On a bien travaillé. Voilà, c'est vraiment, on fait partie des métiers qui s'en sortent bien. Et puis j'ai même rembauché 2 personnes au mois de janvier et février dernier parce qu'en fait on travaille beaucoup. Le maître chocolatier est l'un des 5 artisans en France à fabriquer lui-même son chocolat en transformant les fèves de cacao importées du Cameroun. Avec la Confédération du chocolatier, Christophe Bertrand a attribué le label chocolatier engagé à son cacao. On oblige la présence de femmes au conseil d'administration, parce que notamment en Afrique, ce sont les femmes qui font avancer le monde. On oblige l'épargne salariale et évidemment on demande la fermentation du cacao aux coopératives, parce que c'est ça qui fait que le chocolat a du goût. Il y a un mois, Christophe Bertrand était en Colombie où il a ramené des échantillons d'une variété de cacao rare, le Criollo. Ce chocolat en tablette ou en palais sera désormais proposé en boutique d'ici une semaine. Parlons golf à présent avec un nouveau portrait. Il y a peu de temps, l'Yvelinoise Charlotte Liotier a remporté l'une de ses plus belles victoires sur le circuit international en gagnant les internationaux d'Italie dames. La joueuse de Saint-Nom, la Bretèche, veut continuer sa progression à presque 22 ans pour entrer dans le cercle des meilleures joueuses du circuit dans les prochaines années. Reportage de Michael Elmidoro. À 21 ans, elle fait partie des golfeuses à suivre en cette année 2021. Charlotte Liotier vient de remporter les internationaux d'Italie dames ce 21 mars. Une victoire importante dans sa jeune carrière. C'est une victoire qui m'a procuré beaucoup d'émotions parce que c'était pas une victoire qui était annoncée avant. Et je me suis vraiment battue pour gagner. Et quand on travaille beaucoup, qu'on se bat et que l'accomplissement de gagner, ça arrive, c'est magnifique. En soulevant la coupe, Charlotte Liotier s'est sûrement remémoré ses 10 dernières années de golf à haut niveau. La sportive a débuté sur les greens à l'âge de 12 ans à La Réunion, avant de quitter son île en 2014 pour rejoindre la métropole. Aujourd'hui, la golfeuse s'épanouit dans cet écrin à Saint-Nom-la-Bretèche depuis plus de 2 ans. C'est un club que je ne connaissais pas du tout honnêtement, mais auquel je tiens beaucoup maintenant parce que tout le monde est gentil avec moi depuis toujours. Les infrastructures sont bien, il y a 2 parcours, c'est vraiment bien pour pouvoir s'entraîner parce qu'il n'y a pas beaucoup de golf qui ont 2 parcours. Il y a des zones d'entraînement qui sont quand même très bien et qui sont très bien entretenues. Des infrastructures de haut niveau qui vont lui permettre d'accomplir l'un de ses premiers objectifs, passer professionnel en fin d'année. Une première étape pour viser ses plus grands rêves. Numéro 1 mondial parce que c'est un peu... dans ma tête, c'est un peu un objectif, un rêve aussi surtout. C'est d'avoir plus personne devant soi et de se dire je suis la plus forte du monde pendant un temps, mais je le suis et c'est vraiment un rêve. Autre objectif envisagé dans les prochaines années par Charlotte Liotier, les Jeux Olympiques et pourquoi pas ceux de 2024 au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. À 21 ans, l'avenir lui appartient. Pour refermer ce 7-8 week-end, comme chaque semaine, votre rendez-vous en partenariat avec les Surligneurs, ce collectif qui décrypte les déclarations publiques des personnalités politiques. On écoute Vincent Couronne, docteur en droit à l'université Versailles-Saint-Quentin et fondateur des Surligneurs. Plus les jours passent, plus la tension de l'élection présidentielle qui aura lieu en mai 2022 se fait sentir, plus les candidats potentiels ou déclarés aiguisent leurs arguments. Il y en a un d'ailleurs qui aurait pu aiguiser un peu plus sa proposition, c'est le député européen Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot. Que propose-t-il? Une TVA à 0% sur les produits bio afin d'inciter les Français à consommer plus responsable et soutenir une filière d'avenir. Sauf que cette promesse serait bien difficile à tenir car depuis 1977, les taux de TVA font l'objet d'une harmonisation européenne. Le but
limiter la concurrence fiscale entre les États membres et que certains États se transforment en grands supermarchés à bas prix au détriment des autres. La France peut toujours décider de son taux, mais elle doit respecter certains seuils européens en deçà desquels elle ne peut descendre. Il y a un seuil notamment pour les produits de base, dans lequel d'ailleurs on peut mettre les produits bio. Ce seuil, c'est 5%. Xavier Bertrand, tenez, un candidat à l'élection présidentielle avait proposé de le faire pour les produits de première nécessité. Si on veut donc descendre en dessous des 5%, il faut donc réviser la directive européenne sur la TVA et pour cela convaincre les autres États membres et le Parlement européen. Rien d'impossible. En 2018, l'Union européenne a révisé cette directive de 77 pour aligner le taux de TVA de la presse en ligne sur celui des publications papier, dans un souci de promotion du pluralisme de la presse. Donc, pour aiguiser sa proposition, Yannick Jadot devrait donc préciser que lui, président, il ne serait pas seul à décider. Sinon, tout ça n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau. C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. L'information revient lundi à 18h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.